Bienvenue dans un nouvel épisode de Le Bon Mood Co, le show du peuple, le show où même tes darons peuvent y jeter un œil. Type shit. Un nouvel épisode. Je tiens à vous rappeler encore une fois qu'on est disponible sur pas mal de plateformes maintenant, à compter YouTube, Spotify, et maintenant on ajoute une nouvelle plateforme qui se trouve être Apple Podcast. N'hésitez surtout pas à aimer, partager, commenter si vous avez kiffé l'épisode. À nous noter sur 5 aussi également, si l'épisode vous a plu. Et passer un bon moment avec nous. Et aujourd'hui, je pense que ce sera l'occasion d'apprendre pas mal de choses sur une profession qui est connue de tout le monde, parce que tout le monde a peut-être à un moment donné dans sa vie eu affaire à appeler à ces personnes-là, mais qui pour le moins reste parfois incomprise de par la nature de leur profession et de ce que ça peut englober. Donc aujourd'hui, on aura l'honneur et la chance d'avoir avec nous Maître Franck Camdem, avocat. Et je vais lui laisser le soin de se présenter. D'ailleurs, comment vas-tu déjà pour commencer? Ça va très bien, vous? Ça va très très bien, très très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Oui. est-ce que tu pourrais te présenter une intro assez brève pour t'introduire? Bah, de manière tout à fait bref, je suis un jeune qui, comme tout le monde, à un moment donné, a eu un rêve dans sa vie. Et au départ, j'avais pour ambition de devenir avocat. C'était juste un rêve. Et plus tard, c'est devenu une certaine passion parce que je me disais, c'est quelque chose d'accessible. C'est quelque chose qui pourrait se construire avec le temps. Et puis est venu le moment où je suis arrivé en Belgique en 2018. À ce moment-là, j'avais le choix de devenir soit avocat ou, comme beaucoup de personnes, être soignant ou infirmier. J'ai choisi la voie la plus difficile pour beaucoup de personnes. C'est comme ça qu'en 2018, je décide de me lancer dans les études de droit. 6 ans plus tard, j'ai prêté serment au barreau de Bruxelles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à exercer dans le domaine du droit pénal en particulier, et beaucoup plus maintenant dans le droit des étrangers. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui me définit le plus rapidement possible. Maintenant, ça va dépendre des questions que vous allez me poser, comme ça, on va les rendre de manière plus interactive pour pouvoir répondre au mieux. Mhm. La première question, je pense, pour essayer de comprendre la profession, c'est quelles sont les idées que tu avais avant de commencer ton parcours et quelles sont les réalités que tu as rencontrées directement dans ton parcours? Ben, je pense que c'est une passion quand même exigeante, une passion qui est très fermée, surtout des personnes afro-descendantes, parce que on se dit c'est très complexe, c'est pas facilement accessible parce qu'on se dit on n'a pas la bonne couleur de peau, et parfois c'est quelque chose de très honorable. Bon, les difficultés, ça existe. Je ne pense pas vraiment que c'est un domaine qui fait place à la méritocratie. Il faut quand même forcer pour pouvoir avoir une place dans ce milieu. Au- Pendant le cursus scolaire, j'avais quand même pas mal de difficultés, pas parce que j'étais pas brillant, mais parce qu'il y a des sélections qui sont faites et on se dit, bon, pour pouvoir exceller, pour pouvoir réussir dans ce domaine-là, déjà à partir de l'université, il faudrait qu'on soit très bon. Il faudrait qu'on soit au-dessus de beaucoup de personnes. Donc à ce niveau-là, j'ai eu pas mal de difficultés, mais moi je ne les voyais pas. J'ai été confronté comme plusieurs personnes au racisme, mais bon, ça m'a pas ébranlé. Je me suis dit, c'est un passage forcé pour pouvoir arriver à ma fin. Puis est venu au moment de pouvoir accéder proprement à la profession d'avocat. C'était difficile, très difficile même, mais je me suis dit, bon, il faudrait que je mette en place un mécanisme qui est beaucoup plus interactif et qui va sortir du commun. Au lieu de postuler comme plusieurs personnes, parce qu'il faut savoir que pour entrer dans la profession, il faut être parrainé par un maître de stage. Donc je me suis dit, bon, pour pouvoir accéder là, plusieurs mails sont envoyés, mais il n'y a pas de réponse. Je me suis dit, il faudrait que j'essaie de changer de manière de faire. C'est comme ça que j'ai essayé de rencontrer des personnes. Et puis est venu un moment, un avocat qui m'a donné ma chance. Il m'a dit, bon, vous êtes passionné, j'ai envie de travailler avec vous. J'ai fait des stages volontaires de 7 mois pour pouvoir démontrer ce que je valais. Et arrivé à ce moment-là, il a dit, bon, je vais vous donner votre chance, montrez-moi ce que vous valez. Et arrivé là en février 2026 où j'ai prêté serment officiellement en tant qu'avocat. Donc je pense que la difficulté, il y en a, mais maintenant, je pense que c'est tout à fait possible. C'est difficile, mais on arrive toujours à force de persévérer et de croire vraiment à ses rêves. Ok. Il y a une question qui me taraude un peu l'esprit, c'est de savoir à quel point émotionnellement vous allez être, tu vas être impliqué ou pas dans une affaire qui va t'être confiée. Bah, d'emblée, j'ai commencé, hein. J'ai prêté serment le 2 février. La semaine qui suivait, j'avais déjà des audiences. Et là, j'ai déjà quand même eu de très bonnes décisions parce que on fait quand même un domaine qui est très émotionnellement difficile.
le droit des étrangers, parce qu'on est confronté très souvent à des personnes qui font l'objet de mesures privatives de liberté, fut-elle administrative, mais c'est difficile. Quand vous arrivez et que vous êtes confronté à cette situation-là, vous n'avez pas de choix. Parce qu'au départ, quand vous choisissez ce métier, vous vous dites, suivant la matière, est-ce que je vais choisir le financier ou est-ce que vraiment je vais choisir la défense passionnelle de mes clients? Bon, moi, je me suis dit, j'ai opté pour la défense vraiment stricte des clients, pouvoir pas spécialement les émotions dans le cœur du métier, mais prendre vraiment avec empathie la souffrance des gens. Émotionnellement, c'est dur parce que vous le ressentez sur vous. Et quand vous plaidez, vous savez que vous avez une grosse responsabilité qui est derrière vous. Mais maintenant, comment je gère ça? Est-ce que je dois vraiment mettre toutes mes émotions dedans ou est-ce que je dois quand même avoir une certaine réserve par rapport à ce qui est fait? Bon, maintenant, je suis tout nouveau aussi, hein, donc j'ai pas l'expérience d'un avocat qui a 20 ans de carrière. Mais je pense que j'ai quand même déjà obtenu de très bonnes décisions. Et les juges m'ont félicité d'ailleurs pour ça. Donc, je pense que j'arrive quand même à prendre du recul. Émotionnellement, parfois, c'est difficile parce que vous avez trop de pression. Parfois, quand j'ai des audiences à 8 heures, à 4 heures, je perds le sommeil. C'est difficile. Bon, je me dis, parce que c'est le début, avec le temps, j'arriverai à atténuer quand même les effets de la difficulté du métier. Mais maintenant, pour l'instant, émotionnellement, c'est difficile. Mais avec le temps, je pense que ça va aller beaucoup plus facilement. Mmh. Et vous avez parlé de votre, prise, de fonction assez rapide après avoir prêté serment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les coulisses de comment se déroule en fait, une audience? Est-ce que c'est vraiment comme dans les films ou comme dans les séries qu'on peut voir par exemple je pense à la série Murder, qui a fait, pas mal d'éloges, au métier d'avocat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Après, c'est tout à fait singulier. Chaque avocat a sa manière de faire traditionnellement. On prépare le dossier, on arrive au tribunal. Moi, tout se passe au niveau de mon cabinet. Quand j'ai le dossier, j'essaie vraiment de très bien le préparer. Parce que si vous ne préparez pas bien un dossier, il faut savoir en face que vous avez le procureur, vous avez le juge, ce sont des personnes qui ont une certaine expérience. Bon, moi, pour ce qui me concerne, je prends du recul par rapport à tout ça. Je sais qu'ils ont de l'expérience, je respecte quand même mon adversaire aussi. Parfois, on peut être confronté au ministère public qui est en face et potentiellement la partie civile dans le cadre du pénal. Quand je sais que j'ai une personne, par exemple, qui est en face, qui est quand même coriace et qui a très bien préparé son dossier, c'est là où tout se joue. Je commence à très bien préparer mon dossier. Très souvent, si je dois plaider à 8 heures, il faudrait que je me lève un peu plus tôt. Même si je l'ai fait à la veille, à 6 heures, je dois quand même me lever pour prendre connaissance des éléments du dossier. Quelles sont les faiblesses du dossier? Quelle stratégie je mets en place? Et c'est là où c'est important. La discussion avec le client. Quand vous arrivez à l'audience, il faut discuter avec le client. Moi, j'ai réfléchi à ça. Je compte mettre telle stratégie en place. Ça se passe à huis clos, bien évidemment. Mais quand ça arrive, vous vous dites, est-ce que les clients ne sont pas toujours d'accord? C'est ce qui est compliqué aussi dans les coulisses avant une audience parce que le client, parfois, il arrive, il se dit que c'est comme aux États-Unis où on peut arriver avec une dernière pièce où on dit, bon, ça, c'est la pièce magique pour tout changer. En Belgique, il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Donc, ce qui a été communiqué dans le cadre des conclusions, les conclusions, je vais vous épargner des détails, c'est les échanges des prétentions des parties. Donc, quand vous arrivez avec ça, le client parfois se dit, l'avocat, peut-être il ne veut pas m'aider, pourtant, on va passer dans quelques minutes. C'est difficile à gérer parce que vous devez plaider dans 30 minutes et j'ai eu ça récemment parce que le client arrive avec une dernière pièce. Je lui dis en fait, moi je ne peux pas faire valoir cette pièce-ci parce que là nous sommes en coulisses de l'audience. Je ne peux pas me permettre vraiment de faire valoir ça en disant que non, mon client a une pièce magique. Vous prenez un coup, ce qui fait que tout ce qui avait été préparé, les coulisses deviennent compliquées. Il y a un petit moment de tension avec le client que parfois on ne voit pas. Et maintenant, si vous prenez vos responsabilités parce que c'est vous qui prêtez le serment, suivant vos valeurs, quand vous arrivez à l'audience, vous dites, bon, est-ce que je suis mon client ou est-ce que je suis vraiment la ligne directrice et les principes fondamentaux de l'état de droit, en l'occurrence le contradictoire. Très souvent, moi, je suis le respect de la loi. Si je n'ai pas communiqué une pièce, je ne peux pas en parler. Éventuellement, si le moment me permet de le soumettre à la partie avec, je peux le faire. Bon, ce sont des coulisses comme ça que très souvent on ne voit pas, que je trouve important aussi d'en parler. C'est ça la réalité. Les coulisses, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, chaque personne a sa manière de faire. Moi, avant l'audience, je peux prendre juste un petit café. D'autres personnes vont fumer quelques trucs, un petit truc avant de plaider. Pour moi, je pense que c'est pas nécessaire. Je prends un petit café, je discute avec mon client et je vais défendre le dossier au mieux.
Mmh. Auparavant, vous avez évoqué, notamment l'aspect financier de cette profession. Hem, Est-ce qu'il est réel que les chiffres qui, des fois, sont communiqués, qui fuitent sur les réseaux sociaux, que les avocats gagnent bien, voire très bien leur vie? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a des, difficultés financières que le grand public ne voit pas concernant cette profession? Je pense que c'est plutôt un mythe, c'est pas une réalité et ça dépend d'un avocat à un autre. Moi, personnellement, je peux pas vous cacher, ça va. Moi, j'arrive à m'en sortir parce que je pense que j'étais préparé pour ce métier-ci bien avant même de commencer les études de droit. Ce qui fait que j'avais déjà une certaine manière de voir les choses. Je pensais déjà comment communiquer sur mon métier. Il faut savoir que vous êtes très jeune également. Et quand vous êtes très jeune, vous n'avez pas droit à l'erreur. Mmh. Donc, ça va jouer aussi sur l'aspect financier parce que fatalement, moi, je prends pas du prodéo. Donc, je suis payé au prorata de ce que de ce qui est versé par les clients. Quand vous arrivez à ça, vous arrivez à cette conclusion, vous vous dites, est-ce que je prends le chemin de la facilité ou est-ce que je défends le... Parce que là aussi, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. Est-ce que en tout état de cause, je fonce pour avoir de l'argent ou est-ce que je respecte mes valeurs, je respecte mon serment et je vis tant bien que mal? Moi, j'ai choisi respecter les valeurs. Financièrement, ça ne m'impacte pas. Mais il faut savoir aussi que l'avocat n'a pas juste il n'a pas juste ce qu'il perçoit du client. Il y a aussi tout l'aspect cotisation sociale, il y a tout ce qui est TVA. Ça ne rentre pas totalement dans la poche de l'avocat. Donc, ce qui fait que si vous n'avez pas une très bonne rétribution de la part des honoraires qui sont versés, que ce soit pour ceux qui commencent par le maître de stage ou éventuellement par le barreau pour ceux qui font l'aide juridique, ça va être très compliqué financièrement. Parce que si les clients ne vous payent pas à votre juste valeur, si le barreau estime que parfois les dossiers sont biaisés, tellement très mal faits, que ça ne peut pas valoir ce que vous avez joint en termes de facture, vous allez voir qu'en fait, financièrement, ça va être très compliqué. J'en connais vraiment qui réfléchissent à abandonner ou de continuer vraiment avec la difficulté que cela impose. Donc, je pense que ça dépend vraiment du profil, ça dépend des matières et ça dépend aussi de la direction de l'avocat. Mmh. Et en ce sens, est-ce que vous conseilleriez à un jeune avocat de rejoindre un cabinet déjà établi avec, un gros portefeuille client ou de se lancer directement, seul? Je vais parler de mon expérience parce que le but aussi, c'est vraiment aider aussi les personnes afrodescendantes à accéder à ce milieu. Je me dis pour un afrodescendant qui n'a pas un relationnel assez établi, il est très important d'y penser. Et je pense humblement que le plus important, c'est de partir dans un cabinet où on va vous faire confiance, où vous allez faire vos preuves. Moi, c'est le choix que j'ai fait. J'ai fait le choix d'aller quelque part où c'est déjà établi, il y a quand même un cadre établi, il y a un avocat qui est là depuis 20 ans, mais où je peux apporter ma pierre à l'édifice. Moi, j'ai besoin d'être un avocat à temps plein. J'ai pas besoin d'être un collaborateur qui est cantonné à un second rang juste parce que, il y a de plus anciens qui seront là pour faire le boulot. Le problème, c'est que à l'issue des 3 ans de votre stage, vous êtes avocat, mais en fait, nous, il y a ce qu'on appelle une période de stage. Vous êtes avocat, mais vous êtes quand même subordonné au vous êtes subordonné aux décisions qui sont prises aussi par votre maître de stage le plus ancien. La conséquence, c'est qu'à l'issue de ces 3 ans-là, il doit falloir vous débrouiller tout seul. Vous avez le choix de continuer sur le cabinet ou vraiment de sortir du cabinet pour pouvoir construire son propre cabinet ou potentiellement construire sa clientèle. Mais maintenant, si vous étiez dans un gros cabinet, il y a un problème. Vous n'allez pas reprendre les dossiers du cabinet. Donc, vous allez recommencer tout à zéro. Et c'est aussi prévu dans les clauses avec votre collaborateur. Vous vous dites, est-ce que je peux reprendre les dossiers du cabinet? Est-ce que je ne peux pas le faire? Mais je peux vous dire en fait que dans la majorité des cas, vous ne pouvez pas. Si vous étiez dans un secteur, par exemple, comme le secteur bancaire, où ce sont des très gros clients et que vous n'avez pas peut-être le profil de pouvoir attirer ces personnes-là, il y aura un problème. Parce qu'une grosse société ne va pas vous confier un business comme ça aussi facilement parce que vous n'avez pas encore fait vos preuves, vous n'avez pas de légitimité, entre guillemets. Donc, ça va quand même jouer. Je conseille vraiment d'aller quelque part où on va vous faire confiance, on va vous permettre de développer votre clientèle, c'est très important. Parce que quand vous développez votre clientèle, vous avez la possibilité d'évoluer avec le temps. Vous faites des erreurs, vous apprenez, mais à l'issue de vos 3 ans,
Vous pouvez tomber vraiment sur quelque chose de beaucoup plus important parce que vous allez sortir avec un portefeuille. Vous pouvez passer au statut d'associé dans le cabinet et ça vous permet vraiment de continuer avec le cabinet, mais sous une autre forme de collaboration. Mmh. Et pour en revenir un peu plus à l'étape d'avant, l'audience et tout ce qui va s'ensuivre, au moment de recevoir le client, qu'est-ce qui va faire que vous allez accepter ou refuser un client? Est-ce que vous avez déjà refusé un client? Et si oui, quelles ont été les métriques, je dirais, qui vous ont poussé à refuser un client? Et quelles sont les métriques qui pourraient aider une personne qui serait dans le besoin de demander un avocat pour, que ce soit positif, du moins son profil et ce qu'il va lui apporter? Je pars du principe que le client, c'est un allié. Le client, en fait, ça doit être un partenaire. On se dit, moi, je vais défendre vos intérêts. Je suis pas votre ennemi. Je suis votre ami dans ce dossier-ci. Mais maintenant, il arrive très souvent que le client veut dicter sa manière de voir l'avocat. Je comprends, j'ai pu comprendre que les clients ne comprennent pas vraiment tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a comme déontologie. Mais le client, parfois, il a une ligne de direction. Et ce qui est plus dangereux pour nous aussi, la nouvelle génération, c'est la venue de l'intelligence artificielle. Parce que le client, avant de venir dans votre cabinet, il va aller sur ChatGPT demander conseil pour pouvoir avoir les meilleurs conseils, la meilleure stratégie de défense. Je peux vous rassurer en fait que tout ce que ChatGPT dit dans le domaine du droit, à 95% c'est faux. Ça peut être vrai, mais en fait, juridiquement, ça ne tient pas la route. Mais maintenant, le client, quand il arrive avec ça, il est persuadé qu'en fait, c'est la conduite qu'il faut tenir. Moi, au cabinet, j'ai exigé de la part du secrétariat de ne recevoir aucun document en ce sens. Un document venant d'un client avec une ligne de défense, moi je le refuse parce que je sais qu'en fait, la base, elle est biaisée. Tout part de là. Si déjà vous n'êtes pas d'accord avec la ligne de défense avec le client, ça ne sert à rien de continuer. Parce qu'en fait, vous n'allez aller nulle part. Viendra le moment où il doit falloir plaider, comme je vous ai dit. Si vous plaidez quelque chose qui n'est pas voulu, qui n'est pas acquiescé par le client, vous prenez une balle dans la tête. Parce que vous allez plaider contre les intérêts en réalité de votre client. Parce qu'il peut estimer que moi je suis innocent. Vous estimez à tout le monde qu'il y a des éléments qui tendent à faire que un juge normal et prudent pourrait potentiellement estimer qu'en fait les charges, même si c'est pas sûr, mais que les charges ou certaines préventions soient établies. Mais si le client dit toutes les préventions non établies et que vous estimez en fait qu'il y a quand même des éléments qui tendent à faire en sorte qu'on bascule quand même sur un partage de responsabilité dans le cas d'un litige, moi, je pense qu'il faut laisser le dossier, le confier éventuellement à notre confrère qui peut avoir un peu de recul. Peut-être il va l'accepter. Il va accepter la ligne de défense du client. Donc, ça dépend de tout un chacun. Mais pour ce qui est de ma personne, pour ce qui est de mon engagement, je ne prends aucun dossier, aucun client qui m'impose une ligne de défense, surtout qui est contraire à mes valeurs et à mes principes. Mmh. En ce qui concerne, pour en revenir, sur la partie de l'audience, en Belgique, il y a ce qu'on appelle, du moins dans le droit belge, la présomption d'innocence, ce qui pourrait être enfin, équivalent à un dicton qui, ressort beaucoup dans le domaine du droit par rapport au droit international et tout. C'est que en Belgique, on est innocent jusqu'à preuve du contraire, alors que lorsqu'on se retrouve de l'autre côté, en Amérique, on est coupable jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que c'est un dicton qui est réellement vrai, qui circule ou, il y a des nuances qu'on ne comprend pas nous? Bah, il y a comme vous dites, il y a la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire. Bon, nous, on a l'avantage en Belgique, c'est que il appartient au ministère public. Le ministère public, c'est le procureur. Chez nous, c'est le procureur du roi. Il appartient au procureur du roi d'apporter des éléments qui tentent à établir les préventions. Les préventions, ce sont les charges, en fait, les infractions qui pèsent contre l'accusé ou le prévenu. L'avantage, c'est que nous, du côté de la défense, on ne va pas apporter des preuves pour démontrer que le client il est innocent. Ça, c'est la réalité. Et on ne pourrait pas faire le contraire, à défaut de se faire censurer par la Cour de cassation. Donc, l'avantage que nous on a à ce niveau-là, c'est que on prend connaissance du dossier monté par le procureur du roi. On se dit, on se concerte avec le client, on dit, il ressort du dossier tel ou tel autre élément. Si on estime que les charges ou les éléments qui ont été produits par le procureur sont quand même assez corroborants et qui permettent quand même d'établir la prévention, maintenant, c'est où vient la deuxième possibilité de faire entrer les témoignages ou les preuves que le client pourra amener pour le disculper. Mais s'il ne fait pas ça, c'est compliqué parce que le procureur a fait son travail.
il a apporté des éléments qui permettent d'établir la prévention. Donc si lui, maintenant, de son côté, il n'arrive pas à prouver le contraire, il y a de fortes chances que le juge vraiment suive l'avis du procureur du roi. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Aux États-Unis, on vous accuse et vous devez démontrer que vous êtes innocent. C'est très compliqué dans les faits parce que si déjà vous avez du mal à démontrer que vous n'avez pas commis les faits, alors que le procureur du roi peut établir par des éléments qu'il tend à faire valoir au tribunal, c'est d'autant plus compliqué si c'est à vous de rapporter la preuve que vous n'avez rien fait. Et le ministère public reste tranquille, il attend à ce que vous vous débattiez tout seul. Donc c'est vrai, c'est une véritable chance. Ce système, si c'est une véritable chance pour nous du côté de la défense, parce qu'on est beaucoup plus tranquille. On part du principe que le client, il est présumé innocent. Et c'est pour ça que parfois, pendant l'enquête de police, on peut s'offusquer par rapport à ce qui est fait par rapport aux pressions qui sont faites par la police ou tout intervenant du milieu judiciaire, parce que on part du principe le client, il est innocent, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie Mmh. devant un juge libre et indépendant. Si c'est pas le cas, même si vous avez tous les éléments qui permettent de croire que la prévention est établie, vous ne pouvez pas. Vous devez respecter la présomption d'innocence et c'est pour ça que les termes ont leur sens. On ne va pas l'appeler accusé, on va l'appeler prévenu par exemple en correctionnel. Parce qu'il y a une prévention qui est à sa charge contre laquelle il doit se défendre. Si éventuellement on partait du principe qu'on a tous les éléments dans le dossier, on y va, monsieur est coupable, c'est compliqué parce que vous n'aurez plus rien à dire à ce niveau-là. Et la présomption d'innocence intervient vraiment pour nous protéger, protéger le client et apporter une certaine sécurité juridique à ce niveau-là. C'est plutôt intéressant que vous ayez évoqué, l'IA notamment, et cet aspect-là qui, pour de nombreuses professions, va un peu chambouler les choses. Dans quelle mesure, à part l'aspect clientèle, l'intelligence artificielle a déjà impacté ou modifié, fait évoluer la profession d'avocat? Pour ce qui me concerne, parce que je suis très jeune et je suis en phase un peu avec l'évolution technologique, pour moi, c'est un très bon partenaire quand il est très bien maîtrisé. Vous avez constaté, je ne sais pas si vous avez pris connaissance de ça, des avocats qui ont été condamnés par des juridictions pénales et parfois des juridictions civiles pour utilisation abusive de l'intelligence artificielle. Ça peut être très très compliqué quand vous ne savez pas s'en servir. Parce que si l'IA produit une jurisprudence, c'est très souvent ce qui se passe parce que nous on fait beaucoup de recherches juridiques et parfois on peut être tenté de dire, est-ce que vous pourriez me trouver une jurisprudence dans ce sens qui dit comme ça? Et lui, il va aller inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc si vous n'avez pas l'amabilité ou peut-être la subtilité quand même de vérifier ce qui est produit par l'IA, vous allez aller devant le juge, fonder une prémisse qui est totalement déraisonnable et absurde. Mmh. Et là, on se heurte vraiment à la réalité qu'on a constatée ces derniers temps. En revanche, si vous utilisez l'intelligence artificielle avec prudence, je pense franchement c'est magique. OK. Moi, ça me permet de gagner du temps. Je fais systématiquement des comptes rendus après des consultations. Parfois, je peux gagner 30 minutes à 45 minutes sur un dossier juste parce que j'ai utilisé de l'intelligence artificielle. Pendant la consultation, il peut t'aider à prendre des notes, il peut t'aider à reformuler, il peut t'aider même à trouver de la bonne jurisprudence qui pourra t'aider à traiter ton cas. Donc, je pense que le maîtriser, c'est important. Ne pas connaître le piège de l'intelligence artificielle, ça vous expose même à des mesures très graves, voire même des mesures disciplinaires vis-à-vis du barreau auquel vous appartenez. Donc, sur la question, les jeunes ont moins de difficultés, mais je pense Mmh. que les personnes qui sont un peu en âge avancé ont beaucoup de difficiles et ça devient un piège pour eux. Mmh. L'IA, c'est une évolution qui est survenue après, je pense, une autre évolution et un autre phénomène qui sont les réseaux sociaux. On a pu le voir dans certains cas qu'il y a ce qu'on appelle le tribunal des réseaux sociaux et que ça ça a joué ou ça n'a pas joué dans certaines décisions qui ont pu être rendues, d'un point de vue juridique. Quel est votre avis, votre regard par rapport aux réseaux sociaux et l'impact et la pression que ça peut avoir lors d'une affaire, juridique? Je suis vraiment choqué parce que, en fait, il faut se rendre compte que pour les personnes qui comparaissent devant les juridictions d'instruction, il y a ce qu'on appelle des outils prédictifs de récidive et c'est utilisé par l'intelligence artificielle.
Il faut vous en rendre compte. Ça veut dire, en fait, quand une personne se retrouve devant le juge d'instruction doit mettre dans sa base de données un certain nombre de critères. Son âge, son appartenance ethnique, religieuse, éventuellement s'il y a récidive, s'il travaille. En fait, on va mettre un certain nombre d'informations. On va demander à cet outil-là de demander si cette personne est sujette à récidive ou pas. C'est pas un combat personnel, j'ai pas envie, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, c'est vraiment scandaleux. Parce que cet outil-là est vraiment discriminatoire vis-à-vis de certaines personnes. Parce que l'outil va estimer que quand vous appartenez à une certaine communauté, vous êtes beaucoup plus confronté à la criminalité. Alors que quand on va mettre les données d'une autre personne, on n'aura pas, on n'aura pas forcément le même résultat. Donc je trouve que c'est un problème et c'est quand même dangereux pour l'état de droit parce que, après tout, c'est un outil et ça dépend. Il faut se rendre compte aussi que la criminalité est la majorité étrangère. Les personnes qui se retrouvent en prison, vous connaissez un peu Mhm, les taux. mhm. Il y a beaucoup plus de personnes d'origine étrangère qui se retrouvent en détention. Pris sous cet angle-là, l'outil va commencer à s'habituer. C'est l'intelligence artificielle. Même si on va le déguiser comme on veut, c'est quand même l'intelligence artificielle. Ça veut dire, à force de rencontrer une certaine communauté, dans le choix et dans les prompts qu'on lui demande, lui va se dire, en fait, telle personne, même si en fait la personne en réalité n'est pas sujette à récidive, de par ce qu'il a connu, de par les informations qu'il a eues dans le passé, il va se dire, en fait, moi j'ai une personne de 25 ans qui a été attrapée à la porte d'un ami en train de vendre de la drogue. Je pense que ça peut être le même profil. Et c'est comme ça que le juge d'instruction va prendre sa décision. Parce que l'outil a dit, en fait, la personne est vraiment confrontée à un haut niveau de risque. Donc je trouve que c'est quand même un piège. Il faut maîtriser ça. Il y a beaucoup de débats sur la question. Il faut vraiment voir le bon côté de la chose. Et sur certaines questions, je pense que l'humain doit rester le maître du jeu. Ok. Pour trancher, au final, faut que ce soit. Je peux pas trancher. Je pense que je peux pas trancher. Le rôle de l'avocat, éventuellement, c'est de constater certaines choses, anticiper les risques et éventuellement faire des recommandations. De lege ferenda, comme on dit dans notre jargon, je pense que c'est vraiment important sur certaines questions de mettre l'humain au centre des débats et pas tout déléguer à l'administration, pas à l'administration, pas tout déléguer à l'intelligence artificielle qui peut se tromper, qui peut faire vraiment des, des orientations abusives et qui ne résout pas en réalité la question. Hmm. Je pense qu'il y a un sujet qui est un peu relié à l'IA et aux réseaux sociaux. C'est tout l'aspect médiatique qu'une affaire peut prendre. Et je pense que ces dernières années, euh, du moins concernant les personnes issues de l'immigration, celle qui a fait le plus de bruit, qu'on a le plus entendu, et qui a eu son rendement juridique final il y a très peu, c'est l'affaire Assa Traoré. Euh, J'aurais deux questions tout simplement. Pourquoi cette affaire a eu un aussi gros écho euh, d'un point de vue médiatique et quel est votre point de vue sur l'affaire? Bah moi, j'ai pas connaissance de ce dossier-là. Si je dois parler de manière générale, je Mhm. pense que la vie du public joue beaucoup. Parce que quand il y a une pression médiatique, ça peut influencer. Parfois, vous pouvez penser que vous êtes très fort et que vous pouvez faire abstraction de tout ce qui est dit en externe, mais c'est faux. J'ai envie de dire que c'est faux. Quand il y a une telle pression que, en fait, c'est vous les acteurs du jeu. Le juge judiciaire, c'est l'avocat, le procureur, les juridictions, que ce soit chambre du conseil, chambre des mises en accusation, c'est vraiment les acteurs du jeu. Mais maintenant, quand il y a une pression, parfois on se pose la bonne question. Est-ce que c'est la bonne décision qui sera prise? Est-ce qu'on veut satisfaire au peuple ou est-ce qu'on veut rendre vraiment une décision juste? C'est difficile de concilier les deux. Il y a des décisions vraiment qui fâchent parce qu'on se dit, ça c'est pas la bonne décision, ça c'est pas du droit. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de considérations. Moi, je peux pas me prononcer sur un dossier quand j'ai pas la maîtrise de tout le dossier. Et les non-juristes se disent, bon, là, normalement, la personne a fait ça, la personne, normalement, on va aller lire le code pénal, hein. En fait, pour telle infraction, le code pénal prévoit ça. Mais c'est pas totalement vrai.
Parce qu'il y a plusieurs considérations. Il faut savoir ce que le code pénal a changé. Il y a plusieurs considérations qui doivent être prises en compte avant de pouvoir prononcer une peine. Il y a quand même, outre la fonction rétributive, il y a quand même le rôle primordial qu'est la réinsertion. Le but d'une peine n'est utile que si elle permet, in fine, de pouvoir réinsérer le délinquant. Maintenant, quand le juge va faire son analyse sur cette question-là, il va estimer que, bon, pour telle personne, je ne peux pas le mettre en prison ou je ne peux pas la mettre vraiment en détention ou sous surveillance. Les gens vont dire non, c'est scandaleux. Parce que la personne aurait prétendument, je parle peut-être des faits de Mmh. coups et blessures graves en milieu familial, les gens vont se dire c'est pas possible. L'affaire Traoré, je peux pas, l'affaire que vous venez de citer, je peux pas me prononcer parce que je connais pas le dossier. Mais je vous prends un autre exemple pour dire, par exemple, les personnes vont dire, ça c'est pas possible parce que le code pénal prévoit pour ce type de fait entre 6 mois et 5 ans. Mais le juge estime que non, cette personne, c'est vrai, il a eu un parcours compliqué, erreur de parcours, erreur de jeunesse. Je peux quand même essayer d'être clément. Je le mets peut-être sur suicide probatoire ou suicide simple. Et vous connaissez un peu le public, la réaction du public face à ça. On va se dire, ça, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut quand même rentrer. Bon, pour les non-juristes, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais il faut aussi rentrer dans la psychologie du droit et comprendre vraiment ce qui est attendu du juge et qu'est-ce qu'il peut en réalité faire dans telle ou telle autre affaire. Mmh. Pour toujours rester autour du sujet des réseaux sociaux, on a eu affaire à de nombreuses plaintes concernant, notamment du cyberharcèlement ou, même des propos qui pourraient être, postés sur les réseaux sociaux qui seraient de la diffamation envers une personne. Dans la mesure du possible, qu'est-ce que une personne victime de cyberharcèlement ou de ce genre de situation peut faire? Cette personne a deux possibilités. D'une part, l'hypothèse vraiment la plus sûre parce qu'en fait, la personne est sûre qu'il y aura une enquête. Vous avez la possibilité, dans un premier temps, de saisir le juge d'instruction et de vous constituer partie civile. Quand vous saisissez le juge d'instruction, il est obligé de mener une enquête à ce sujet. La deuxième possibilité, c'est de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Ça, c'est ce qui est classique, et c'est ce qui est connu du grand public, devant la police de votre domicile ou de lieu de la commission des faits. Ici, la particularité, c'est que c'est le procureur du roi qui est maître des poursuites. Il peut décider est-ce qu'il y a lieu de classer son suite ou est-ce qu'il y a lieu de poursuite. Donc, une personne qui aurait fait l'objet d'un cyberharcèlement ou d'une agression sur les réseaux sociaux peut se voir classer son affaire, tout simplement parce que le procureur du roi estimait qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre ou qu'il n'existait pas au moment où il se saisit de la question d'assez de charges pour pouvoir, ou d'assez de preuves pour pouvoir poursuivre la personne. Donc, je pense que pour cette question, si une personne a vraiment envie de voir son affaire enquêtée et avoir une suite utile sur son dossier, c'est préférable vraiment de saisir le juge d'instruction au lieu de déposer une simple plainte devant la police. Mmh. Et vous direz que c'est la même chose, en est-il de même pour les femmes qui sont des fois victimes d'agressions? C'est mieux de faire cette méthode-là que d'aller porter plainte à la police? Mais j'ai pas envie de faire une comparaison. Je suis pas en train de, il faut faire attention, je suis pas en train d'opposer l'un à Mmh l'autre. mh, mmh. Je présente juste les possibilités qui puissent exister. Il faut savoir aussi que saisir un juge d'instruction, c'est un coût. Il faut OK. provisionner, parce que en fait, c'est vous qui demandez une enquête. Contrairement à une plainte devant la police, vous ne payez rien. Mais devant le juge d'instruction, il faut provisionner minimum 300 €. OK. Ce qui n'est pas rien. Donc, je pense que pour une personne qui est victime de violence, s'agissant d'une femme, s'il y a vraiment assez de charges dans le dossier, il y aura des poursuites. Mais s'il y a pas de charges, éventuellement, ou on arrive à un moment où le procureur estime qu'il y a pas lieu à poursuivre parce qu'on assiste à une disparition des preuves, ou peut-être parce que la victime même, la victime peut-être a acquiescé et l'auteur peut-être n'existe même plus, peut-être l'auteur est décédé. Là, il n'y aura pas de suite fatalement. Donc, je pense, j'ai pas envie d'opposer les deux régimes. Mmh mh. C'est tout à fait possible. Ça dépend maintenant de l'appréciation qui sera faite par l'avocat et le client. J'aimerais, qu'on puisse, aborder, certains sujets, heu, un peu pêle-mêle. Il y a un phrasé qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais dans les
dans les faits et la réalité, notamment vous, vous le constatez au quotidien avec les clients que vous avez, on ignore énormément de choses de la loi qui pourraient paraître normales pour vous de connaître. Quels sont des éléments que le grand public devrait connaître absolument, mais qu'on ignore et que des fois, ça pourrait nous engendrer quelques problèmes? C'est vraiment surréaliste ce que je vais vous dire. En fait, on attend de chaque citoyen que lorsqu'il se lève chaque matin, qu'il consulte le moniteur belge pour savoir s'il y a une nouvelle loi et potentiellement s'adapter à ça. Le moniteur belge, en fait, c'est un peu le journal des, déci- des projets de loi et des lois qui sont votées par le Parlement. Mmh. Non, le fameux adage qui dit nul n'est censé ignorer la loi, ça découle du principe de prévisibilité. Si on part du principe que chacun est censé connaître ses droits et ses devoirs, c'est pour pouvoir demain vous opposer une loi qui a été votée. Ça, c'est OK. simple que ça. Parce que si chacun pouvait venir dire devant un tribunal que, en fait, je ne savais pas que telle loi existait, il y a quand même un principe qu'on va mettre en mal, le principe de sécurité juridique. Parce qu'en fait, sur le fallacieux prétexte que je ne connaîtrais pas la loi, on ne pourrait pas me l'opposer. Ce serait quand même assez grave. C'est vrai que ça peut paraître quand même compliqué, et surtout la Belgique avec l'ordonnancement juridique, tout ce qui est communauté, région, Wallonie, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Donc, et chaque région et chaque communauté parfois a ses propres règles. On estime que si vous vivez à Bruxelles, vous devez connaître les règles qui s'appliquent dans certaines matières aux habitants de Bruxelles. Si vous êtes en Wallonie, vous devez connaître les règles qui s'appliquent aux personnes qui habitent dans la région wallonne. Donc c'est très important chaque matin. C'est vrai que c'est pas facile. Nous-mêmes, on ne le fait pas. Moi, je me documente, hein, je suis assez honnête. Je me documente quand j'ai un dossier. Mais chaque matin, je ne vais pas consulter le moniteur belge pour voir s'il y a une nouvelle loi qui a été votée ou pas. Mais on attend vraiment de chaque citoyen, et le conseil que je donne, c'est d'être quand même au courant sur les grandes lignes, sur les lois qui existent. Si vous êtes vraiment embarrassé par une question, il y a le code pénal, il y a le code civil, j'estime que c'est quand même assez compréhensible. Ça, Pour c'est, quelqu'un qui n'y connaît rien? je pense que pour le code OK. pénal surtout, en fait, ça se veut vraiment assez proche du peuple et proche du OK. public. Les thèmes ne sont pas, on n'est plus dans le contexte napoléonien où on avait des thèmes assez compliqués. Je pense qu'avec le temps, on est quand même en train de désamorcer ça. On a quand même des thèmes beaucoup plus accessibles, plus compréhensibles, et même l'agencement des phrases sont un peu plus compréhensibles. Prenez quand même le temps de lire un code pénal, prenez le temps de lire un code civil pour se rendre compte de ce qui existe et de ses droits et de ses devoirs. OK. Par la même occasion, du coup, je vais poser moi certaines questions. Je suis partons du principe que je connais rien. Demain, si quelqu'un me frappe et que je réponds en frappant en retour la personne, est-ce que juridiquement, je suis en je suis dans des soucis? Qu'est-ce qui va se passer si s'il y a une poursuite? Il faut faire attention parce que la riposte, c'est ce que la loi ne veut pas. OK. Ça peut arriver. Il y a ce qu'on appelle chez nous, j'ai pas envie de faire un cours de droit, il y a ce qu'on appelle la force majeure, l'erreur invincible de droit, il y a les causes d'excuse. Je viens sur ce qu'on appelle la cause de justification. Je vais prendre un exemple simple. Une personne entre dans votre domicile et frappe votre mère. Quelle serait la réaction d'un homme prudent et diligent? Si c'était le juge qui était placé, qui était confronté à ça, qu'est-ce qu'il aurait fait? Le juge est Oui, confronté à cette situation, mais il va voilà. C'est ce que prévoit la loi. C'est pour ça que dans la loi, on se dit, sauf que la riposte doit être proportionnée à l'attaque. Et il faudrait vraiment que la personne l'utilise en ultime recours. Est-ce qu'il existait au moment où il commettait l'acte un autre moyen? Est-ce qu'il pouvait faire appel au service de police? Est-ce qu'il était vraiment placé dans quelque chose de compliqué, de sorte qu'il ne pouvait pas s'en émanciper? C'est là où va se passer le débat juridique. Moi, j'aurais tendance à plaider en fait que la personne a été placée dans une situation qu'elle n'avait pas d'autre choix. Je vais faire valoir ici. Et ici, c'est une cause de justification. Si le juge admet éventuellement la légitime défense, on est bien parce qu'en fait, c'est une cause de justification. Ça justifie l'acte qui a été commis. Mais il y a des conditions, bien évidemment. Il faudrait que la riposte soit proportionnée. Si la personne éventuellement vous donne une gifle et que vous ripostez avec une arme, ouais, c'est la pas riposte est proportionnel. disproportionnée. Donc, à ce moment-là, le juge va se dire, même si vous étiez justifié à riposter du fait de l'usage déraisonnable
et illicite d'une âme pour pouvoir apporter une réponse qui n'était pas nécessaire. Vous avez outrepassé ce que la loi prévoit. Donc, je pense que si une personne souhaite vraiment connaître ses droits à ce niveau-là, agissez avec prudence. Une personne vient vous frapper, en soi, c'est pas dramatique. Déposez plainte, parce que c'est compliqué. Vous pouvez riposter, et le lendemain, le juge un juge n'établit pas ou peut-être même la défense n'arrive pas à établir la cause de justification. Vous vous retrouvez vraiment dans un pétrin compliqué, alors qu'il suffisait tout simplement. C'est vrai, c'est difficile d'accepter parfois qu'on est faible, hein. On est humain, c'est parfois difficile. On a beaucoup d'ego, mais on se dit on est quand même dans un état de droit. Mm. Il y a les règles qui sont là. Le pouvoir judiciaire est là pour sanctionner. Il y a des personnes qui s'en écartent. Déposez plainte. Ok, c'est toujours le mieux à faire. C'est le conseil que je donne. Dans un autre cas de figure, toujours, j'y connais rien. Demain, je reçois une amende et je décide, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, je ne paierai pas cette amende. Jusqu'où ça peut aller? Ça dépend si c'est une amende administrative ou une amende pénale. Ok, demain, j'ai une amende parce que, hypothétiquement, bien évidemment, c'est dans le cadre du podcast, imaginons un contrôle de la STIB, amende. La STIB, ça, c'est civil. La conséquence, c'est une conséquence financière. Et jusqu'où ça peut aller? Je décide de pas payer, je reste comme ça, je bouge pas. Le problème, c'est que ce qui va se passer, c'est que la STIB va vous citer devant le tribunal pour non payer. Ils vont vous infliger ce qu'on appelle une amende administrative. Si vous ne payez pas en dehors d'un certain délai, ça va être sujet à intérêt, accroissement. Vous pouvez vous retrouver vraiment. Ça peut quitter d'une amende de 50 euros à 500 euros, Ok. voire même plus. Parce que il faut comprendre que pour pouvoir vous signifier la décision judiciaire, ils doivent passer par l'huissier. L'huissier va demander une provision de 400 euros. Il y a les frais de justice, il y a les frais d'avocat qui doivent être payés par la partie adverse qui a succombé au litige. Dans un litige à la base qui était de 50 euros, ou peut-être de 100 euros, vous vous retrouvez avec 2000 euros. Ouais, c'est dur. Ouais. Vaut mieux payer les 50 euros au final. Après, il ne faut pas payer si vous contestez, bien Oui, évidemment. oui, oui. Si vous estimez en fait que c'est pas contesté, on paye. Ou on demande un plan de paiement, c'est ce qui est le plus simple. Mais si vous estimez que les faits sont contestés, bon, 50 euros, voir un avocat aussi, Ah, c'est ça le problème. ah, Voir un avocat quand il s'agit de 50 euros, mais parfois avec vos propres thèmes, vous pouvez, y vous arriver. pouvez y arriver si c'est vraiment fondé. Ça peut arriver que éventuellement, vous avez payé, mais il y a eu un problème technique. Très souvent, ils sont compréhensibles. On n'a pas besoin d'un avocat pour expliquer ça. Mhm. Toujours dans le même contexte, je ne connais rien. Il y a un phénomène qui est beaucoup apparu sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui sont filmés à leur insu, notamment avec les lunettes Meta Ray-Ban. Euh, Moi, quelqu'un m'a filmé à mon insu et a quand même décidé de poster la vidéo, mais je ne l'ai pas autorisé. Qu'est-ce que je peux faire? Déposer plainte, parce que le droit protège le droit à l'image. Nulle personne ne peut être filmé à son insu. Non seulement le fait de filmer, c'est une infraction, vous portez atteinte au droit à l'image d'une tierce personne. Et en deux, la diffusion non consentie d'une image. Et très souvent, ça peut arriver même sur une image à caractère sexuel. Ça, c'est une grosse infraction également dans le code pénal. Le simple fait de filmer, première infraction. Diffuser, 3. Et le fait que les personnes à qui vous avez diffusé vont s'interéchanger les informations. Et ça rentre aussi, on va faire appel aussi à du harcèlement, à, à du chantage. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. Donc, dans ce cas, le plus important pour vous, c'est de préserver vos intérêts. Déposer une plainte, voir un avocat qui va éventuellement adresser une mise en demeure à la personne pour lui demander de stopper un acte illicite. Si la personne continue, dans ce cas-là, je pense que c'est quand même un peu prudent d'aller voir le juge d'instruction pour rappeler les faits et ordonner à ce qu'il puisse mener une enquête à ce sujet. Donc, vous avez le choix, juge d'instruction ou procureur du roi. Mhm. J'ai parlé d'un autre sujet cette fois-ci, qui concerne plus le logement. Hum, On a eu écho de propriétaires des fois qui avaient un comportement abusif envers leurs locataires, tout simplement par
pas la précarité des logements, mais on dirait que c'est compliqué en 2026 de se loger, notamment pour les étudiants. Quels sont les moyens de défense ou du moins les précautions à prendre lorsqu'on est un étudiant et qu'on veut arriver dans un logement? Ça fait appel, pour les personnes qui vivent à Bruxelles, le code bruxellois du logement qui prévoit un certain nombre de garanties, tant pour les propriétaires que pour les locataires. En l'occurrence, sur la question des conditions de salubrité, les juges de paix, parce qu'ils sont en justice de paix, les juges de paix sont assez stricts sur les conditions que doivent répondre un logement à Bruxelles. Partons du principe qu'une personne paie un logement de 800 euros et qui au final constate qu'il y a quand même des défauts dans l'appartement. Il peut demander, même si c'est plusieurs années après, une correction de ce qui a été payé, parce que vous devez jouir totalement non seulement du caractère paisible du bien, et vous devez jouir de toutes les facultés auxquelles vous pourriez légitimement vous attendre du fait de ce loyer qui a été payé. Donc là, soit vous saisissez le juge de paix pour demander à ce que la personne fasse des travaux, pour le mettre en conformité au code bruxellois du logement si on est à Bruxelles, soit vous demandez à ce que bah, ça, j'ai pas envie de trop parler parce que si je dis peut-être les gens vont. Il y a aussi ce qu'on appelle le principe d'exception d'inexécution. Ça, c'est prévu en droit civil. C'est un principe qui veut que si le bailleur ne s'exécute pas, vous pourriez éventuellement suspendre le paiement du loyer, une partie du loyer, à l'effet de faire pression sur le bailleur pour qu'il s'exécute. C'est prévu par le livre 5 du Code civil, avec prudence. Voilà, mais au Parce qu'il y moins a des les gens sont au conditions. courant, Il y a mais des conditions. Il faudrait que ce que vous reprochez au bailleur et ce qui a été prélevé, ou peut-être ce qui a été déduit du loyer, il faudrait qu'il y ait une certaine proportionnalité. Ça doit être du trait pour trait. Si vous reprochez éventuellement des canalisations ou d'un problème de chauffage, et que vous payez peut-être 800 euros, comme je l'ai dit tantôt, vous ne pouvez pas suspendre 600 euros du loyer, c'est déraisonnable. Mmh. Mais éventuellement, si vous enlevez 100 euros, 200 euros, pour faire pression sur le bailleur, ça c'est juridiquement prévu et c'est légalement possible. OK. Maintenant, je vais parler d'un autre sujet, si, j'y connais rien. Demain, je suis, amené par, une circonstance quelconque à être en garde à vue. Qu'est-ce qui m'amène à aller en garde à vue? Quels sont les faits concrets qui peuvent m'amener en garde à vue? Est-ce que c'est n'importe quelle faute que je commets, qui m'emmène en garde à vue? Et combien de temps, de manière légale, je peux être en garde à vue? La garde à vue, là, c'est une très bonne question. Vous pouvez aller en garde à vue pour plusieurs faits. Ça peut être détention illicite de drogue, ça peut être du vol à l'étalage. Dans ce cas, la police arrive sur les lieux, on fait appel au procureur du roi qui va décider de la suite à donner aux faits qui ont été constatés. Un PV de police est dressé, une notification est faite au procureur du roi. Le procureur peut décider de vous placer en garde à vue pendant 48 heures. 48 heures renouvelables. Ah OK. Oui, on peut estimer. Bon, quand je vais vous expliquer pourquoi je dis renouvelable, parce que en déant ce délai-là, il y a le juge d'instruction qui sera saisi sur la légalité. Vous pouvez passer éventuellement devant le procureur du roi. Il estime que il n'est pas nécessaire de vous garder en détention. On va vous relâcher après les 48 heures d'être bien coffré. Parfois, ça fait du bien. Et ça remet parfois certaines personnes en OK. place. La deuxième possibilité, le procureur du roi peut estimer que vous êtes tellement dangereux pour la société. Dans ce cas, il va saisir le juge d'instruction qui pourrait potentiellement décerner ce qu'on appelle une détention administrative. Il peut décerner un mandat d'arrêt pour vous placer pour vous placer en détention préventive. Et là, c'est plus à la police. Là, vous allez directement en prison, alors que vous n'êtes pas encore jugé. OK. Pour ça, il faudrait que dans l'imaginaire et dans la sagesse du juge d'instruction, qu'il part du principe qu'il existe des indices sérieux de culpabilité. Et si on parle d'indices, ça veut dire en fait, les gens parfois s'offusquent qui disent moi je descends en prison alors qu'en fait j'ai rien fait, présomption d'innocence, comment c'est possible? Mais c'est légalement prévu. Le procureur estime en fait, si on vous libère, il y a des risques de fuite, il y a des risques que vous ne vous représentiez pas en justice le cas échéant. Il se dit bon,
pour être sûr que cette personne va comparaître devant le tribunal, moi, je vous place en détention préventive. Mais si vous allez en prison, il n'y a pas de délai. Donc, ça peut durer autant que c'est nécessaire. Mais sauf que le juge d'instruction, bien évidemment, il y a des garanties. Il faudrait que chaque matin qu'il se lève, qu'il se dise, est-ce que la détention de tel monsieur est toujours nécessaire? Mhm. Mais il faudrait quand même, c'est pour des faits relativement graves, hein. J'ai pas envie de vous faire peur. Oui, non, non, C'est non. pour des faits relativement De toute façon, graves. c'est hypothétique, on imagine. Je Ouais. me suis mis dans la peau d'une personne qui ferait ce genre de choses. Mm. Ce sera ma dernière question, après quoi vous aurez le mot de la fin. Hem, Est-ce que vous pourriez expliquer et nous rappeler l'importance d'avoir un casier judiciaire vide, vierge, et quels sont les réels impacts au quotidien d'avoir un casier judiciaire? Je pense que non seulement au niveau de l'emploi, c'est très important d'avoir un casier judiciaire vierge parce que ça montre que vous êtes socialement responsable. C'est pas une mesure de faveur d'avoir un casier judiciaire vierge, hein. C'est ce qui est attendu de tout citoyen, normalement prudent et diligent. Mmh. Tout citoyen normal doit avoir un casier judiciaire vierge. La délinquance, c'est l'exception. Maintenant, si vous avez envie de travailler, si vous avez envie d'accéder à certaines professions, par exemple, si vous avez un casier judiciaire, avocat, vous pouvez oublier, hein. La majorité des postes à responsabilité, c'est très compliqué. Et j'ai été surpris de constater que même dans la sécurité, le simple fait que vous ayez peut-être un frère qui aurait été impliqué dans une affaire criminelle, ça peut vous impacter même vous pour trouver un travail dans la sécurité. J'ai eu un client qui était placé des pages. Quand j'ai un peu checké la loi, je me suis dit, oh, ah ouais, quand même. En fait, vous voyez où ça peut aller. Ça veut dire, en fait, du fait de votre acte, vous pouvez même impacter les membres de la famille. Parce qu'ils ne peuvent plus aspirer à certaines professions parce qu'on estime que vous n'êtes pas suffisamment à l'abri du risque, du crime. Si votre fait commet de tels faits et que vous travaillez dans la sécurité plus tard, vous n'êtes pas quand même suffisamment crédible pour pouvoir y accéder. Donc c'est très important non seulement pour l'emploi, mais aussi la question de la nationalité. Si vous avez un casier, c'est vrai que dans la loi, on ne dit pas que toute personne avec un casier ne peut pas avoir la nationalité. C'est pas une appréciation discrétionnaire qui est faite. Mais j'ai envie de vous dire que dans la pratique, ça peut jouer. Ça peut beaucoup jouer. Et ça peut même jouer sur les procédures de régularisation. Parce que moi, je fais beaucoup de droit des étrangers également. Mmh. Mais j'ai pas envie ici de rentrer dans les explications un peu plus importantes. Sur la question des droits des étrangers, ici, ça joue énormément. Parce que quand vous faites une procédure, par exemple une procédure 9 bis, qui est une procédure de régularisation exceptionnelle, c'est une faveur qu'on demande à l'autorité, et quand on s'aperçoit que vous avez un casier, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas intégré. Pourquoi on doit vous donner une régularisation si vous représentez un danger pour la Belgique? Mmh. Ça, vous pouvez oublier. Donc, je pense que les gens doivent se rendre compte que le casier judiciaire, surtout pour nous les afrodescendants, c'est très important. C'est vraiment très important. Si on a envie de changer les choses, si on a envie de montrer notre image de l'immigration, nous les jeunes de la jeunesse aussi, on doit montrer que le casier judiciaire, il n'y a pas de débat. On doit faire preuve de rectitude, on doit montrer qu'en fait, on peut également être crédible, on peut se présenter dans certaines sphères de la société et revendiquer certaines choses parce que on est irréprochable. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je vienne parler devant vous comme je suis en train de parler et que vous constatiez demain que j'ai été impliqué dans une affaire criminelle? Vous pensez que vraiment vous allez m'inviter de la même manière? Je pense pas. Parce que vous aurez des a priori, ça va impacter même sur votre posture, sur votre légitimité. Dans le casier judiciaire, c'est vraiment très important et ça peut vous sauver des situations vraiment très compliquées. Mmh, mmh mh. En tout cas, d'abord un grand merci à vous d'être venu, chez Le Bon Mood Co. J'espère que vous aurez passé, vous, un bon moment. J'espère que vous qui écoutez ou qui regardez ce podcast aurez passé un bon moment. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter, de nous noter sur 5 sur Apple Podcasts et sur Spotify si l'épisode vous a plu. J'espère que vous aurez appris d'énormes, infos sur, la vie au quotidien, que ce soit au niveau de la loi ou même si vous avez, vous rencontrez la situation d'aller voir un avocat. Est-ce que vous aurez un mot de la fin à dire, quelque chose, une actu, Un mot sur le projet, parce que quand vous m'avez écrit, je pense que ce qui m'a quand même permis de donner suite à ça, c'est vraiment l'approche parce que je me suis dit, si on doit être inspirant, nous les jeunes afro-descendants,
qui venant d'Afrique. C'est très important de savoir que si aujourd'hui vous êtes là pour donner de la visibilité à certaines personnes, pour pouvoir faire entendre la voix de certaines personnes, c'est pas pour rien. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour moi en tant qu'avocat, pour ce qui me concerne, je ne souhaite pas être une exception. Aujourd'hui, quand j'arrive au barreau, pour une personne de mon âge, je suis presque le seul. Hmm. Je ne souhaite pas, et mon combat, c'était vraiment être une source d'inspiration pour toute personne qui veut aspirer à ce métier. C'est vrai que c'est compliqué. J'ai pas envie de le nier. Je vous ai dit d'emblée, quand je commençais mon introduction, il y a quand même de la discrimination, il y a du racisme. Moi, je n'en voyais pas. Pour moi, ça n'existait pas parce que je me disais que j'allais quelque part. Mhm. J'avais une certaine vision et je savais que pour pouvoir changer les choses dans cette société, il fallait avoir une certaine crédibilité, il fallait avoir une certaine légitimité. Crier à la victimisation, ça ne change rien. Si vous êtes En fait, nous sommes dans un monde de verticalité. Il y a des décideurs, il y a des personnes qui exécutent. Si vous êtes parmi les exécutants et que vous n'avez aucun mot à dire, rien ne change. Donc, ceux qui vont nous écouter dans le cadre de ce podcast, mon but aussi et mon vœu, c'est franchement viser l'excellence. Quand on arrive en Europe, très souvent, ce qu'on nous présente, aide-soignant, la planche, des trucs comme ça, parce que c'est ce qui paye vite, c'est ce qui permet vraiment d'avoir une accessibilité en matière d'emploi, mais c'est pas totalement vrai, parce que la société est faite de sorte qu'il y a des cases. Et on se dit, bon, ça c'est votre place. Et ça commence même dans les parcours d'accompagnement. On dit, quand vous parlez même de vos rêves, on se dit, c'est pas un peu trop osé. En fait, on fait comprendre la difficulté de la chose au lieu de vous présenter la potentialité. Et parfois, on va vous dire, regardez même au barreau, est-ce qu'il y a des personnes comme vous? C'est faux, j'ai envie de vous dire. C'est possible, on peut réussir dans ce domaine, on peut être excellent, on peut être jeune et compétent et changer les choses. Mais pour pouvoir changer les choses, j'invite aussi vous, les jeunes qui nous regardent, les plus jeunes surtout, à sortir vraiment de nos zones de confort et aspirer à autre chose. Je souhaite voir des personnes en tant que médecin, je souhaite voir d'avocats, plus de juges, pourquoi pas. À Bruxelles, on n'en a pas beaucoup. Je pense qu'il y a deux à Bruxelles, deux juges afro-descendants. C'est quand même, c'est difficile. Vous comprenez? S'il faut changer les choses, on a quand même beaucoup difficile. Mais si on est tous ensemble, si en fait ça devient normal de se promener dans le palais, voir quand même beaucoup de jeunes afro-descendants, je pense que l'idée va changer et c'est comme ça qu'on va inverser le rapport de force. Je suis pas ici en train de faire un coup de, je suis pas dans l'activisme, mais je pense que le but aussi, c'est de faire comprendre une certaine réalité. Il faut laisser tout ce qui est drogue, il faut laisser tout ce qui est vol, il faut laisser tout ce qui est facilité, accepter la difficulté pendant un petit laps de temps pour pouvoir bien vivre demain. Donc, c'était mon mot de conclusion et je pense vraiment que c'est un moment agréable pour vous également. J'ai vraiment aimé l'approche, j'ai aimé les questions et je pense que ça pourra aider beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans la difficulté du droit, dans l'incompréhension et beaucoup de jeunes aussi qui ont juste besoin d'entendre ce que j'ai dit aujourd'hui Mhm. parce qu'ils se disent en fait, non, on veut juste entendre, on veut juste savoir que c'est possible. Donc, c'était vraiment pour ça que j'ai tenu à y être. C'est pas facile, mais j'espère vraiment que ceux qui vont nous écouter auront ça en mémoire et que ça va quand même impacter votre auditoire. Maître Franck Kamdem pour le bon Modenko. Merci.